On peut très bien courir et jamais faire de marathon de sa vie. On peut très bien courir et jamais même prendre de dossard de sa vie. Après, c'est sûr que quand on a goûté à quelque chose, on a envie de progresser. Chaque course a son histoire, chaque on va dire, épreuve a son histoire et ça, c'est très propre à chacun. Marine, oui. Merci d'être présent sur ce Campus Talk. Merci, je suis très contente d'être là. Merci de m'accueillir. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'occasion du Run Expo pour le Marathon de Paris sur le stand de Campus. Et donc Marine, on t'a fait intervenir sur Campus Talk parce qu'il y a quelques petits sujets qu'on voulait aborder avec toi. D'abord, je vais juste refaire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bien sûr, et j'espère qu'il y en a. S'il y en a encore quelques-uns. Donc tu es créatrice de contenu sur Internet, YouTube et Instagram majoritairement. C'est bon pour toi. Cofondatrice de Live, évidemment. Marque de chaussettes made in France. Et pas que de chaussettes, puisque vous êtes un peu en extension, etc. En expansion. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu juste après. Et sinon, je pense qu'on peut te résumer comme sportive, amateur, très passionnée. Est-ce que ça te va? Oui, ça va. Oui, c'est un peu le sujet. J'aime pas qu'on dise que je suis une athlète, je ne le pense pas, etc. Mais oui, c'est vraiment la passion avant tout. Oui, c'est ça. Parfait. Et donc, pour résumer un petit peu ton palmarès, la chose la plus impressionnante que tu aies fait en termes de longueur, c'est l'Enduroman. Donc, il y a une course qui relie Londres à Paris, qui est un triathlon avec 140 km de course à pied. Il faut traverser la Manche à la nage et finir par 290 km de vélo, rien que ça. 5 Ironman et un nombre de marathons qu'on finit par ne plus compter. Même moi, je sais même plus combien. Voilà, les présentations étant faites. Et voyons un petit peu le palmarès assez grand et assez imposant que tu as d'un point de vue des distances que tu as réalisées. L'un des premiers sujets dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est justement la course vers le toujours plus. Je pense que toi, tu dois en croiser beaucoup des gens qui rentrent dans la course à pied. Peut-être que tu motives à rentrer dans la course à pied et puis ils font un 10, ils font un semi, ils font un marathon. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ensuite? L'UTMB, le truc. Est-ce que toi, t'es confronté justement autour de toi à des gens qui veulent toujours faire plus? C'est vrai que c'est un peu... C'est un petit peu, il y a des gens qui vont dire que c'est la logique des choses parce que forcément on commence quelque chose, on progresse, on a envie de découvrir un peu plus, d'apprendre un peu plus, du coup on veut faire toujours un peu plus. Après, moi je dis toujours que c'est peut-être bien aussi de le faire peut-être mieux, de le faire différemment et de le faire pour d'autres raisons, avec d'autres objectifs. Je pense que oui, bah c'est bien. Après, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est dommage quand quelqu'un se met à courir, qu'on lui dise « Ah bah tu vas faire un marathon », il se met au triathlon, tu vas faire un Ironman. Non, on peut très bien courir et jamais faire de marathon de sa vie. On peut très bien courir et jamais même prendre de dossard de sa vie. Voilà. Et bien sûr, après, c'est sûr que quand on a goûté à quelque chose, c'est un peu, on a envie de progresser. Mais moi, ça, je le vois dans le sport. C'est vrai que moi, je fais très souvent le parallèle, le sport avec ma vie privée, perso et dans le travail. Bah, c'est qu'en fait, je commence quelque chose, j'ai envie d'apprendre un peu plus, de faire les choses un peu plus et peut-être aussi plus intelligemment. Parce qu'on peut très bien faire des marathons et faire toujours un peu plus, mais c'est peut-être plus intéressant de s'arrêter sur le semi, se dire je vais essayer de progresser au niveau des temps, progresser au niveau de la sensation, peut-être faire les choses différemment. Donc je pense que chaque course a son histoire, chaque on va dire épreuve a son histoire et ça c'est très propre à chacun. Donc c'est bien de s'inspirer des gens, mais c'est pas forcément bien de les copier parce qu'en plus on est tous différents et heureusement, sinon on serait chier dans la vie si on était tous pareils. Et donc du coup moi c'est un petit peu ce que je dis. Donc oui, c'est sûr que à 26 ans ayant fait l'enduroman, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie après si tu passes dans cette logique-là? Enfin c'est ça. Après, bah, tu fais les choses différemment. Tu fais un triathlon à l'aveugle, avec un guide pour l'aveugle. Tu fais, t'essaies d'améliorer ton temps sur un marathon. T'essaies de faire un truc avec des copains. Voilà. Et puis après, bah, comme je fais le parallèle, bah, dans ma vie pro, bah, je me dis, bah, tiens, je lance une marque. Je co-crée une marque. Ah, bah, tiens, je vais développer ça, je vais développer autre chose. Donc oui, c'est sûr qu'à chaque fois on me résume en tant que sportive, mais je pense que moi je suis créatrice dans plein de choses et j'aime créer, j'aime me développer aussi bien physiquement comme je peux et aussi psychologiquement, essayer de faire aussi d'autres choses quoi. Donc et c'est un peu mon équilibre aussi. Est-ce que tu les mets au même niveau dans le sens où l'aspect créatif que tu peux avoir d'un point de vue entrepreneurial avec ta marque Live et d'un autre côté l'esprit créateur que tu peux avoir sur tes courses, est-ce que vraiment tu les mets au même niveau ou tu pourrais ne pas avoir pendant un an par exemple d'objectifs sur une course à pied et avoir que des objectifs professionnels? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets à ce point au même niveau? Je pense que l'un m'aide dans l'autre.
C'est un peu mon équilibre. C'est pour ça que je dis toujours que je serai jamais athlète et c'est jamais été une volonté et c'est pas à quoi j'aspire. Mais comme je serai jamais une meuf qui fait que bosser, que entreprendre, etc. Je pense qu'en fait, la détermination que j'ai dans le sport et la motivation aussi que je l'ai aussi dans le travail. Et en fait, c'est toujours c'est ce truc de faire les choses pour moi, pour me rendre fière et pour apprendre. Moi, quand j'ai fait l'enduroman, c'était avant tout pour apprendre sur moi, sur le corps humain. Qu'est-ce qu'un corps humain est capable de faire? Qu'est-ce qu'un corps humain est capable de mettre en place pour faire ça? Et là, qu'est-ce qu'une personne est capable de mettre en place pour créer sa marque, pour avancer, pour rester motivé sur ça, quoi. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment le parallèle sur ça, et c'est ce qui m'aide aussi. Et moi, je pense que ce que je mets en place dans un domaine de ma vie m'aide dans l'autre. Enfin, je crée un petit peu des ponts sur ça. Après, c'est sûr que des fois, ça me dessert aussi sur autre chose, et je serai jamais... Comme je dis toujours, en fait, je suis bonne en rien, mais je me débrouille en tout. C'est prétentieux, mais je pense que je suis excellente dans rien, mais... Je suis bonne à rien, ça commence pas par de la prétention. Non, mais je pense que je touche à tout et vraiment, sincèrement, je m'intéresse à plein de choses, quoi. Vraiment. Mais je pense qu'on le voit, j'ai l'impression, tu nous diras si c'est vrai, que dans le choix de ce que tu fais, de tes expériences, c'est un peu de la spontanéité de là, ce qui me motive et ce qui va me motiver à m'entraîner, à faire, ou que ça soit dans le pro aussi, c'est ça me motive, j'y vais. Et que c'est un peu la chose principale pour toi, ce qui fait que tu vas passer du triathlon au marathon à des défis un peu différents comme du ski de fond par exemple. Et c'est assez varié. Et j'ai vraiment l'impression que tu choisis ça en mode là ça me tente, j'y vais, on va se donner à fond pour y arriver, on va faire le mieux possible pour y arriver, parce que c'est important, c'est pas juste je me mets un challenge et puis après Oui, en fait, moi ce que je veux, en fait, comme moi je fais toujours tout pour moi, c'est qu'en fait je peux jamais décevoir les autres. En fait, j'en ai rien à faire des autres, en fait, c'est ce qu'ils pensent, quoi, c'est ça. C'est qu'en fait je fais vraiment tout pour moi, donc en fait je veux me donner un max et je vais être honnête avec moi et le soir me coucher en me disant non mais là Marine, t'as tout donné. Si t'as abandonné quelque chose, si t'as changé ton entraînement que t'avais prévu, je suis honnête avec moi-même, c'est que vraiment je pouvais pas plus. Et des fois j'arrête, mais c'est Marine, là t'avais la flemme. Ok, mais tu te mens pas à toi-même, quoi. Et c'est vraiment ça aussi c'est vrai d'être spontané sur ça et de me dire j'ai envie de faire ça. Le ski de fond, c'est à partir d'un truc alors l'année dernière j'ai fait une course de ski de fond, mais la première fois que j'en ai fait une, c'était parce que j'avais mon accident à la jambe et du coup j'étais en rééducation des épaules et j'ai découvert le ski erg et je me suis dit tiens je vais faire ça. Et bon, je me suis lancée dans une grosse course de ski de fond, mais c'est toujours la quête d'apprendre, de tester des choses, et j'ai rencontré des gens incroyables et ça m'a aidé, je pense, pour la suite, je pense. Je voulais pas te poser ces questions tout de suite, mais comme tu parles de ta blessure, je vais juste rebondir dessus. Comme on parle un peu des objectifs, est-ce que, de ton point de vue, parce que tu as eu 2 gros accidents à vélo qui t'ont mené à de très longues rééducations, est-ce que pour toi, le fait d'avoir réussi à revenir de ces blessures, c'est un objectif à part entière dont tu peux être aussi fier que par exemple le fait de finir un Ironman ou le fait de faire un record sur un marathon par exemple? Je pense que c'est encore plus difficile parce que quand tu t'inscris à une course, c'est volontaire. Tu veux faire une course. Là, quand t'es blessé, c'est pas le volontaire. Donc, vouloir passer une ligne d'arrivée, c'est quelque chose que tu mets en place. C'est un objectif que tu t'es fixé. Vouloir réapprendre à marcher, à courir et guérir, t'as pas le choix. Enfin, j'aurais pu toute ma vie me dire voilà, donc c'est un peu différent. Mais du coup, quand t'as pas le choix, c'est plus simple ou c'est plus dur? Non, c'est plus dur parce qu'en plus c'est l'inconnu, c'est-à-dire que des courses t'en as déjà fait, mais là, bon, la deuxième fois que j'ai rééduqué ma deuxième épaule, je savais déjà. D'ailleurs, elle s'est rééduquée beaucoup plus vite, c'est fou. La première, j'ai encore des séquelles, alors que la deuxième, qui est plus récente, elle est beaucoup mieux récupérée parce que je savais ce que c'était et j'ai fait tout en place mieux, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que t'apprends surtout et tu mets en place des choses et c'est très dur. Enfin, c'est pas pour voilà, et encore une fois, je m'en suis très bien sortie et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, mais c'est pas simple et franchement surtout quand les médecins te disent tu pourras plus nager plus de 5 km. Ok. Heureusement que l'Ironman c'est 3800, c'est bon, ça je peux. Tu pourras plus courir. C'est sûr que maintenant, là, je pourrais plus faire l'enduroman. Courir plus de 50, 60 km maintenant sur ma jambe, c'est compliqué. J'ai encore des grosses séquelles et c'est ok. Mais c'est ça que des fois les gens comprennent pas. Ils me disent oui, tu fais des marathons, ça va. Ouais, mais en fait, ce que je veux faire, je peux plus le faire, mais ça va, c'est ok, tu vois. Mais c'est vrai que pour revenir à ta question, de revenir, faire une rééducation, faire un process sur tout ça et tout, ça te force surtout, je pense, à faire un gros travail sur toi-même, à te chercher, à te trouver. Et des fois, ça fait mal, mais au final, ça fait du bien. Et je pense que avec le recul, ces accidents, ils sont pas arrivés par hasard. Et heureusement qu'ils sont arrivés. Et je peux le dire maintenant que ça m'a fait voir les choses différemment. Et même en tant que coach aussi, voir les choses différemment. Et je fais encore le parallèle avec le pro. Dans la marque, etc., rien ne se passera comme prévu.
Et c'est toujours ce que je dis, rien ne se passera comme prévu, mais en positif comme en négatif. Tu vas prévoir un truc, ça va se passer, tu vas dire ça va aller, et en fait ça va pas bien se passer. Et tu vas prévoir autre chose, tu vas dire ça va être hyper dur, en fait ça va trop bien se passer. Et ça, faut vraiment que les gens gardent ça en tête de rien ne se passera comme prévu dans la vie, et c'est ça qui est génial, quoi. Mais c'est quand même cool de voir que tu parles de ton accident comme si ça avait été un truc positif a posteriori parce que tu l'as utilisé pour que ça devienne positif en fait. Mais c'est une question d'état d'esprit de dire bah on voit que tu vois le verre à moitié vide, pas sur le moment, mais après quand tu rationalises, tu te dis bon, ok maintenant c'est fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est pareil si on remet dans un contexte de course, ah j'ai raté mon marathon, sur le moment là sur la ligne d'arrivée c'est la fin du monde, mais on se pose 1-2 jours après, bon qu'est-ce qui a pu amener ça? Comment on travaille? Et en fait ça devient une opportunité de se dire ah bah c'est cool, il y a des choses à travailler, Oui. on va s'améliorer et en fait la vie est une amélioration continue de ce qu'on fait quoi. Et puis même sur une blessure, parce que alors ça évidemment la blessure était impressionnante, mais tu sais t'as des personnes, sûrement des personnes qui ont préparé le marathon pour dimanche, qui au cours de leur préparation ont eu une petite tendinopathie, quelque chose comme ça, et très souvent comme leur seul objectif et ce qui les obnubile le plus, c'est courir le marathon. À un moment ils font pas le shift en mode non en fait mon objectif c'est plus ça, mon objectif c'est de guérir. Aussi petite, aussi grande soit la blessure que l'on a, c'est ok, je chiffre mon objectif et je vais essayer d'accomplir ça. Une fois que je l'aurai accompli, ça va m'apporter autant que quand je vais courir un marathon à 10 km, un truc, un machin. Donc, je pense que le fait qu'ils t'aient vu aussi revenir d'un truc impressionnant comme ça, les aide eux aussi à relativiser en se disant ok, syndrome patellaire. Allez, c'est parti, je vais y arriver. C'est vrai que en fait, ce qui est paradoxal et ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu autant d'engagement sur mes réseaux et autant de gens qui me suivaient dans mes stories et jamais eu autant d'abonnés que quand j'étais blessée et en rééducation. C'était incroyable. Mon nombre de vues en story était triple d'aujourd'hui alors que ça fait 4 ans. C'était incroyable, vraiment. Et c'est un peu bizarre et d'un côté, enfin les gens me disaient ça fait du bien de voir que t'es blessée et que en fait t'es humaine. Bah oui. Ah Surtout oui, qu'en oui, plus là... moi pour rappel c'est arrivé 10 jours après l'enduroman, donc je m'entraîne comme une malade, Ouais. je fais un enduroman, je bats un record du monde, je suis dans mon lit d'hôpital et je tire la sonnette pour qu'on vienne m'essuyer les fesses parce que j'ai fait pipi quoi. Enfin en fait là c'est vraiment le choc est incroyable et sur le moment même j'étais en dépression mais je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte après. Parce que sur le moment j'étais non mais c'est pas grave, c'est là que du coup avec Chloé donc mon associé c'est vraiment à l'hôpital hein, qu'on a créé la marque hein, vraiment bien qu'on l'a développé de ouf hein. On était en train de bosser sur des modèles et donc il y a des modèles de chaussettes genre Keep Going Kid qui sont sortis, Shut Up and Run, Boss Beach, des trucs en fait qui me parlaient et qui nous parlaient au plus profond de nous-mêmes et en fait c'est mettre ça en fait en expansion sur ça et c'est vrai que bah en fait faut toujours essayer de renverser la chose et comme tu disais tout à l'heure les gens qui sont focus marathon c'est important de conscientiser ce qu'on va faire et d'y penser c'est hyper important mais c'est pour ça aussi que moi j'ai plusieurs choses alors on a tous des vies différentes et on a tous aussi des choses aussi différentes mais moi là aussi je prépare un marathon je prépare d'autres choses j'ai d'autres choses que le sport dans ma vie alors que pourtant je partage que ça on a l'impression qu'il y a que ça mais j'ai aussi d'autres choses et donc je dis pas que si je peux pas courir mon marathon, c'est pas grave. Oui, ça m'embêterait, ça me ferait chier. Mais il y a autre chose. Et je pense que c'est bien aussi que les gens se disent, ok, il y a ça. Et de toute façon, si je suis blessée, il y a une raison. Faut trouver la cause, je pense. Voilà. Ce qui est une bonne idée de manière générale quand on a un problème, c'est qu'il faut chercher la cause avant de trouver une solution. Exactement. Et bien la chercher, pas prendre le premier truc et dire ah c'est sûr c'est ça, c'est bon. Et surtout se dire. En général, la liste est longue. Et surtout, est-ce que c'est un vrai problème? C'est que les gens, des fois, ils voient un truc et est-ce que c'est un vrai problème? C'est ça aussi ce truc, c'est ok non on va abaisser le truc tranquille, c'est bon, tranquille, c'est pas la fin du monde comme on dit, voilà, ça va. Je voudrais juste revenir sur du coup cette escalade que tu as eue vers l'enduroman, enfin plutôt la désescalade que tu as dû avoir après, parce que si je prends nos exemples, parce qu'on se sent investi dans cette question, j'ai envie que tu me donnes la réponse Marine. Tu vois typiquement après ma période Ironman etc, je me suis dit bon je vais essayer de battre mon record sur un 10 km. Et c'est vrai que c'est dur, c'est quand tu veux faire toujours plus vite, juste faire un pas en arrière et essayer de faire autre chose, ça a été hyper compliqué. Je vais te prendre une phrase qui je pense est de toi la phrase qui m'a le plus marqué, qui pourtant est pas si importante, mais c'est j'ai ressenti des choses pendant l'enduroman que je ne ressentirai plus jamais. Ouais. Et donc ça veut dire que, tu vois, c'est aussi ce que j'ai au fond de moi, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, l'endroit où j'ai poussé mon corps. Potentiellement, à moins de faire un truc au moins aussi dur, je le revivrai plus jamais. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase quasiment 2 ans après? Bah elle est toujours vraie
Et en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, c'est con, mais on oublie aussi des fois des choses. Et moi, ça m'embête d'oublier des choses. Enfin, il y a des choses que j'oublierai jamais. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est que j'oblige personne à faire des courses, j'oblige personne à faire des marathons, j'oblige personne à se dépasser. Mais je pense que c'est quand tu vis une ligne d'arrivée, que ce soit un marathon, un semi-marathon, un Ironman, un enduroman, une traversée de la Manche. Quand tu sors de la traversée de la Manche, tu vois ton père sur la plage qui te dit je t'aime et qu'il y a des gens et que t'as fait un truc de fou, tu peux pas revivre ça, quoi. Et en fait, c'est un truc, j'ai envie de dire aux gens, tu peux pas expliquer, faites-le, vous comprendrez. Donc pas forcément la traversée de la Manche, mais je pense que c'est comme, en fait, des fois, t'as peut-être des mamans, et je suis pas maman, mais qui disent, mais d'avoir un enfant, c'est incroyable, c'est indescriptible l'amour qu'on a, et en fait, c'est fou le truc. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et en fait, je pense qu'on peut pas comprendre quelque chose quand on l'a pas vécu, comme on peut pas le juger non plus. Et moi, c'est pour ça que je pense être assez tolérante dans la vie sur beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je ne juge pas parce que j'ai pas vécu. Et en fait, oui, bah, je revivrai jamais ce que j'ai vécu sur l'enduroman et personne ne pourra comprendre. Et même s'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de natation, bah, les nageurs qui n'ont pas traversé la Manche, ils comprendront pas et ils sauront jamais ce que c'est. Et je leur en veux pas, mais c'est pour ça que moi, j'ai un lien assez spécial. J'ai un groupe WhatsApp avec des gens qui traversent la Manche ou qui vont traverser la Manche. Et on s'appelle par nos numéros de traversée. Donc, on s'appelle même pas par nos prénoms. Donc, moi, je suis le dièse 28. Et c'est ouf, le partage. Et en fait, on peut pas parler avec d'autres personnes, même des grands sportifs, parce que tu peux pas le dire. En fait, et je pense que c'est comme toi, va expliquer ce que c'est quand tu passes la ligne d'arrivée d'Hawaï. En fait, même à des gens avec des gens qui l'ont vécu, c'est plus facile, je pense. Oui, il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Après, encore une fois, chaque course a son histoire, et je pense que, oui, je le revivrai jamais, ça. Mais je peux vivre des choses autrement, et je peux vivre des choses différentes. Après, tu peux ne pas l'expliquer, mais l'énergie que tu as de toute manière en parlant, bah, toi, tu as de la chance de pouvoir être suivi par plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes. Du coup, l'énergie débordante que ça crée pousse des gens, et je pense que c'est aussi le retour que toi tu as sur les réseaux sociaux, à se lancer sur un 5, sur un 10, sur un marathon aujourd'hui au salon. Du coup, plus l'énergie est débordante, moins elle est forcément compréhensible, mais plus aussi elle peut pousser les gens à passer à l'action à leur manière. Oui, en fait, c'est ce que je dis, c'est que de toute façon, vous allez vivre des émotions à faire un 5 km, et même des fois, les gens qui se mettent à courir, il faut pas oublier que, et c'est moi qui dis ça, que même courir 3 km, pas forcément pour les gens ici autour du Run Experience, mais pour beaucoup de gens dans la rue, c'est énorme. En fait, on oublie beaucoup ça, que en fait, quand on suit les réseaux, quand on suit nos copains, nos copines, tout le monde court, on a l'impression, et tout le monde court vite. En fait, aller dans la rue, dans les quartiers où je sais pas, tout le monde court pas forcément, quoi. Et donc, faut déjà se remettre ça en se disant, ok, bah si vous voulez faire un 5 km, franchement, allez-y, et vous allez voir, ça va être incroyable, vraiment. L'énergie pour mettre en mouvement quelqu'un qui est vraiment éloigné de toi. Par exemple, à l'autre bout de la France, qui ne connaît pas forcément directement et qui voit ce que tu as pu réaliser, elle a forcément besoin d'être plus grande que, par exemple, bah, tu as parlé d'une mère de famille qui va faire un marathon ici ou un 10 km et qui va donner un super exemple à son enfant. Mais comme la proximité est beaucoup plus proche, oui, t'as pas besoin de faire un enduroman pour motiver les gens autour de toi. Et est-ce que justement, avant tout ça, avant d'en arriver là, même sur tes premiers marathons, sur tes premiers semi-marathons, t'arrivais autour de toi, tu voyais une démarche positive sur des gens autour de toi qui s'y mettaient aussi ou qui te suivaient dans tes aventures? Ouais, bah j'ai des copains qui se sont mis à courir, j'ai mon papa maintenant qui court. Ah non, il a toujours été sportif, non? Oui, mais la course à pied, pas forcément. Okay. Attends, des fois je l'appelle, il me dit « Attends ma chérie, je suis en train de courir !» Et j'ai fait 10 km en 4,50. Je dis « Oh papa, attention, tranquille là !» 60 et quelques, voilà. Mais oui, bah j'ai des copains qui se sont mis à courir, j'ai des copines qui se sont mis à courir, ma sœur qui s'est mis à courir aussi. Je sais pas si c'est forcément grâce à moi, non, parce que y a pas que moi dans la vie non plus, tu vois. Et puis de plus en plus, la course à pied, on en parle, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais bah j'ai des copains-copines, j'ai des cousines aussi. Ma mamie a couru jusqu'à longtemps. En plus, je me souviens, elle allait courir en forêt avec ses copines jusqu'à 76 ans. Mamie, voilà. Donc non, c'est cool. Quand tu t'es lancé au tout départ, t'as fait ça avec des amis. Donc justement, pour filer un tout petit peu, c'est eux, en fait, quelque part, qui t'ont aussi donné cette passion-là. Ils n'ont pas besoin de faire l'enduroman pour t'y motiver. Explique-nous un petit peu la relation que tu avais avec eux à l'époque. Comment est-ce qu'ils ont réussi à t'y motiver? Quels ont été les mots? Bah c'est marrant parce que ils étaient là il y a 10 minutes
Et c'est une petite parenthèse, c'est mes amis vraiment que j'aime énormément parce qu'ils sont pas du tout sur les réseaux et ils savent pas ce que je fais sur les réseaux, ils ont pas Instagram ni rien et tout, donc ils m'ont connue avant et je reste toujours la même pour eux de tout ça. Et en fait, moi au début, je suis coach sportif depuis un moment et je donnais des cours de fitness dans les salles de sport et en fait, c'est eux qui sont mis à courir et du coup, je les ai préparés sur leur course au niveau de la prépa, de la PPG, tout ça et tout. Et en fait, ils se sont mis à courir et du coup, je me suis dit bon je vais essayer de les suivre comme je peux. Et puis du coup, je me suis mis à courir avec eux quoi. Et c'est vrai que c'était génial de pouvoir même moi je courais pas en fait. J'étais coach et c'est ça qui est fou, j'étais coach en PPG, en fitness et tout et je courais pas. Je me suis mise à courir avec eux et puis en fait je trouvais ça génial le partage. Moi, c'est vraiment un maître mot qui revient tout le temps, le partage, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le sport, etc. C'est quelque chose en fait que j'aime énormément promouvoir, en parler. Et là, tu te rends compte, on est quand même dans un milieu là où il y a tout le monde qui va faire un truc incroyable et on se retrouve tous autour d'une passion commune. Et je trouve ça trop beau en fait. Et donc oui, en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui se partage avec tes amis quoi, et ta famille. Justement, ça c'est un truc moi qui m'a toujours impressionné ou je sais pas interpellé en tout cas, c'est que malgré ta présence sur les réseaux sociaux etc, tu continues à faire du coaching one-to-one. Je vais prendre mon exemple avec Campus etc, l'ampleur que ça a pris, c'est typiquement l'une des activités que j'ai dû arrêter. Et toi, tu gardes ça quand même toujours dans tes semaines. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie aujourd'hui ? Déjà financièrement c'est pas intelligent parce que c'est du temps de trajet pour aller chez les gens quand je suis à Bordeaux, c'est précis, c'est quand même 1 heure de coaching où des fois quand tu peux faire des programmes à envoyer tu peux en faire plusieurs et amasser plus d'argent, ce qui est plus rentable. Mais moi c'est mon métier de base et moi j'aime le contact et moi c'est ce que j'aime et en fait je vais pas me priver de faire quelque chose que j'aime. Oui c'est du temps, c'est de l'énergie etc, mais je pense que c'est ce qui m'aide aussi à garder un peu le truc de je suis pas que sur les réseaux, si un jour ça s'arrête j'ai toujours ça. Et les gens que je coach, il y a un lien qui est spécial et je trouve ça génial en fait. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est un peu un équilibre et qui m'aide à garder un peu le truc de je vois les gens, je suis avec eux, je sais pas comment dire. Ça représente quoi dans ta vie en termes de pourcentage qu'on puisse se rendre compte ? Ça dépend des moments. J'ai des moments, en fait, je vais coacher 8 à 10 heures par semaine. Des fois, ça va être que 3 ou 4. Ça dépend vachement. Ça dépend aussi de mes échéances sportives, ça dépend de plein de choses. Il y a Camille qui est là par exemple, ce matin je lui ai annulé sa session parce que ça faisait trop. Voilà. Donc bon, après les gens que je coach, ils savent ce que je fais à côté, donc ils savent aussi un petit peu ça et ils sont compréhensibles et c'est génial. Mais il y a des moments c'est beaucoup plus, des fois c'est beaucoup moins. Voilà, c'est un petit peu comme avec la marque en fait, des moments je m'investis énormément dans la marque et on va développer beaucoup de choses, on va aller à l'usine, on va travailler sur du brainstorming, sur des nouveaux concepts, des nouveaux produits, des nouveaux slogans, d'autres produits, etc. Et des fois, ça va être moins. Et je pense que c'est ça que je trouve mon équilibre. Ouais. Et du coup, tu arrives à bien gérer cet équilibre-là ? T'arrives à le faire rentrer sans qu'à la fin de la semaine, tu dises, bon, là, c'était trop, il faut redescendre, parce que C'est pas facile, c'est un peu un Tetris dans la tête tout le temps. Surtout que je vis à Bordeaux et je viens souvent à Paris. Mais en fait, je pense que c'est un peu de l'organisation. Et ce qui est fatigant, je trouve à mon sens, c'est que j'ai des moments où j'ai des semaines ou des journées qui sont complètes de ouf et d'autres où j'ai rien. Donc ça fait du bien, tu te ressources, etc. Mais je crois que je fonctionne un peu sur des up and down. Moi, j'ai aussi beaucoup de up and down aussi. Des fois, je crois que je suis pas tout seul dans ma tête. C'est des fois, je suis un peu mais je peux vraiment être dans des syndromes de dépression vraiment forts, quoi. Et des fois, mais en fait, je pense que des fois, j'ai le moral qui va très très bas. Mais comme des fois, je pense qu'il va plus haut que la moyenne. Je pense que des fois, je suis plus heureuse que des gens. Comme je suis plus malheureuse que d'autres. Je sais pas comment dire. Plus ça monte haut, plus ça descend bas. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, hein, malheureusement. Maintenant, j'arrive plus à le jauger, à me le maîtriser. Je mets des choses en place et je vois des gens, etc. pour ça. Et c'est important. Et j'ai pas de problème à dire que j'essaie d'avancer sur ça, sur le mental. C'est important. Mais c'est de l'organisation. Mais il faut aussi prendre en compte les choses. Et c'est aussi pour ça que je pourrais jamais faire des chronos. Je me trouve pas des excuses, hein. Mais là... comme je vous disais à vous, vous voyez courir un marathon dimanche là avec ce que vous faites là, en fait c'est pas possible. Nico a essayé en endurance fondamentale l'année dernière. Ouais, même lentement, c'était pas ouf. Mais même là, c'est ce que je disais, moi j'ai un marathon dans 15 jours, demain j'ai un 30 bornes à faire, à 10h30 il faut que je sois là, donc faut que j'ai couru avant 10h30, 30 bornes, que je sois rentrée, douchée, que j'ai fait ma récup, mon machin. Et voilà. Est-ce que tu arrives à prévoir en amont un petit peu les ressources que ça va te prendre et par exemple, tu vois là, tu vas faire le marathon de Londres dans 2 semaines.
est-ce que tu t'es dit, comme j'ai mon marathon de Londres, les 2, 3, 4 mois avant, je lève un peu le pied sur tel truc ou tel truc pour réussir à avoir un peu plus de temps pour moi, pour ma prépa? Alors oui, et en même temps, le marathon de Londres, il tombe à une période où en début d'année, t'as le semi de Paris, t'as le marathon de Paris. Professionnellement, moi, j'ai quand même beaucoup de choses. Tu peux pas. Et en fait, moi, le marathon de Londres, là, c'est Londres que je fais, c'est pas l'objectif de mon année. Donc, oui, j'aimerais bien le courir, mais si je fais pas mon record, c'est pas grave. C'est juste, tu te rends compte, je vais quand même courir un marathon. Combien de personnes demandent de courir un marathon, en fait, c'est ça. Et ça me permet de faire ça pour la suite. Mais par contre, j'avais prévu un triathlon 3-4 semaines après Londres. Et là, même pas plus tard que tout à l'heure, j'ai changé mon inscription pour faire celui du dessous, plus petit. Parce que je me suis dit, non, je peux pas. Et c'est ok, voilà. Et si demain, ceux sur Strava vont dire, ah bah, la veille qui courait 30 bornes, elle a fait que 10, c'est pas grave, en fait. Je vais pas mourir, hein. C'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est que l'expérience de tout ça aussi, à force, te fait voir venir un peu le truc qui va pas marcher. Oui. Et éviter de le faire. Et à la fin, tu diras, bon, bah oui, en effet, c'était un bon choix. Là, cette année, j'aurais pu refaire le marathon. Bon, on va être intelligent, on va pas essayer de mettre des œillères sur, ah oui, cette année, ça va bien se passer. Oui, et être un peu trop optimiste. Il y a 10 ans, Marine, elle changeait pas la distance. Non, bah déjà, j'étais naïve. Déjà, en fait, je dis toujours, mais comment j'ai pu m'inscrire à l'enduroman? Quand je me suis inscrite, j'avais 24 ans, 25 ans. Mais j'étais naïve, mais n'importe quoi. Mais qui fait ça? Mais maintenant, je trouve ça débile de faire ça. Vraiment, je me dis, mais n'importe quoi. Vraiment, je me dis, mais ceux qui font ça, ils sont malades. Il vaut mieux justement pas trop savoir à Et l'avance. je crois que j'étais naïve, quoi. Voilà, ça c'est aide ça. des fois dans la vie un peu la naïveté aussi. Ouais, c'est ça. Sinon, on se lance pas. En fait, c'est pour ça que je pense que tu peux pas tout faire. Et c'est aussi pour ça, par exemple, avec la marque. En ce moment, le site, il est en maintenance et on a mis une pause sur le site de la marque de Liv parce qu'en fait, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Et en fait, on veut faire les choses bien quand on les fait, et sinon, on met en pause. Et c'est pas grave, en fait. Enfin, je vais pas arrêter de vivre, voilà. Et je fais autre chose à côté. C'est aussi mon équilibre sur ça. C'est justement pour ça, parce qu'il y a plein de gens, et quand ils préparent des marathons ou d'autres distances, qui n'ont pas le recul de comprendre que leurs ressources sont limitées, et donc du coup qui se lancent dans tout en même temps, et donc qui n'arrivent pas à faire deux choix. Et toi, on voit que, bah en fait, comme tu cours principalement pour le plaisir et pour la réussite en soi de réussir les choses, t'as pas trop de mal à dire bon bah en fait je fais pas cette distance, j'en fais une autre, etc. Parce que bah, t'as vu que t'avais pas le temps de faire ce que tu voulais à l'entraînement, parce que professionnellement ça a pris plus de place. Donc on voit qu'en fait ta hiérarchie, en fait le plaisir dans l'activité physique t'aide à faire des choix. Oui, après quand même je suis d'accord, mais par exemple l'été dernier j'ai traversé la France en vélo. Bah j'ai quand même fait des entraînements en vélo. Je me suis pas dit bon bah j'ai pas le temps, c'est pas grave, je prendrai le départ quand même. J'essaie quand même de structurer un peu les choses, et oui, bah là j'essaie de faire un entraînement quand même un petit peu intelligent pour un marathon, parce que je sais que sans prétention, avec l'expérience, courir un marathon, je peux le faire, mais j'ai envie de faire un truc bien honnête avec moi-même et pouvoir me coucher le soir en me disant, Marine, ouais, tu t'es bien donné, c'est quand même pas mal, ouais, t'es une meuf badass quand même. Parce que on peut se donner le jour J, voilà. Mais aussi se donner tout au long de la préparation, c'est un accomplissement en soi. C'est ça aussi. Et du coup, bah, j'essaie quand même d'être intelligente sur ma préparation et de pas faire les choses comme ça. Ah bah tiens, j'ai vu de la lumière. Oh bah tiens, il y a ça, il y a ça. Enfin, j'essaie quand même, et surtout de montrer l'exemple, parce que je suis quand même un petit peu suivie, et du coup, bah, faut pas non plus montrer des choses qui sont fausses ou qui sont pas vraies. Et c'est pour ça que j'essaie de plus en plus des fois de dire, voilà, j'essaie de courir, là ça va pas, je suis rentrée au bout de 2 km, là j'arrive pas. Pour moi c'est important parce que c'est pas linéaire, et les réseaux sociaux, je suis pas la meilleure placée pour en parler, mais c'est pas tout beau, tout rose la vie en fait. On a l'impression que tout le monde fait des PR quand ils font un marathon, tout le monde bat ses records, tout le monde va trop bien. Et en fait, les gens qui font des marathons et qui le terminent en 5 heures parce qu'ils ont galéré, ils en parlent pas tellement. Et c'est dommage en fait, parce que ça reste un marathon, ça reste beaucoup de choses. Chacun son histoire en fait. Voilà. Justement, à travers tes réseaux sociaux, etc., on voit que tu t'entraînes, on voit que tu fais les choses. En général, par exemple, le marathon de Londres, je sais pas si tu l'avais annoncé. Je sais qu'il y a une autre course en octobre. Je sais pas si tu veux que j'en reparle ici, mais bon, on entend qu'il y a des courses que tu sais que tu vas faire, mais que tu annonces pas officiellement en grande pompe, on va dire. Mais tu les prépares. Ouais. Et tu les prépares, mais quelque part, les gens se rendent pas compte à quel point tu les prépares. T'as parlé de ta traversée de la France à vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement qu'est-ce que t'as mis en place, comment t'as fait les choses et quelle progression t'as eu?
Donc la traversée de la France en vélo, donc j'ai relié Calais à l'Espagne, Saint-Sébastien, donc c'est 1080 km en vélo. Et en fait, je voulais vraiment retracer un peu l'histoire de ce que j'avais fait. Enfin, c'était un défi perso avec Chloé, ma meilleure amie. On aime bien faire ça, faire des choses comme ça qui sont pour moi et qui n'ont pas forcément de date précise, etc. Bah, du coup, du vélo, il y en a beaucoup. Je sortais d'une saison de triathlon où j'avais fait. Est-ce que j'avais fait un. Oui, non, j'avais pas encore fait. J'avais fait 3 triathlons distance L. Donc ça va quand même un petit peu. J'avais un petit peu roulé et j'étais en préparation de l'Ironman du Portugal. Et du coup, bah, faire du vélo, moi je voulais le faire. J'aime bien me lancer des défis, mais pas non plus me dire tranquille. J'ai envie quand même un peu de me pousser, donc je voulais faire ça en 5 jours et demi, ce qui était à peu près 250 km par jour. Ce qui est quand même pas mal en vélo, quoi. Qui a déjà fait 250 km en un jour? J'en ai fait 217 il y a 2 semaines, je suis détruit encore aujourd'hui. Donc 5 jours enchaînés, c'est pas mal. En plus, soleil, tu dors un peu par terre et tout, c'est pas fou, quoi. Donc bah, je me suis dit, Marine, ok, tu te fais un week-end où tu dois faire 300, le week-end d'après tu fais 400, tu répartis comme tu veux, tu fais un travail de nuit, tu testes tes lumières, tu pars à 4h du matin, tu fais un bi-quotidien en vélo, donc tu te fais un 120 le matin, le soir t'en fais un 200, enfin, tu vois, tu te fais en place des choses. Et j'ai essayé, des fois j'arrêtais, j'arrivais pas, et j'ai toujours fait ça. Même quand je préparais l'enduroman, combien de 30 km sur tapis face à un mur sans musique j'ai fait? Je les compte même plus. Voilà. Mais donc, du coup, je mets en place des choses pour le faire. Et du coup, j'ai mis en place ça. J'ai testé mes ravitaillements. J'ai mis en place des choses. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que, petit spoiler, c'est la première fois que je le dis, là. Je refais une traversée cet été. De Waouh. Ah. Je pars de Calais toujours, mais je vais plus en Espagne. Ah. Il fait pas assez beau là-bas. Faut aller encore plus au sud. Peut-être de l'autre côté. Ah. Il fait trop chaud, là. Voilà. Donc justement, t'as un entraînement régulier et programmé et tu essayes de prévoir un tout petit peu les difficultés que tu vas rencontrer. Comment est-ce que toi tu fais? Parce que typiquement ceux qui vont faire le marathon, l'avantage c'est que y a des gens comme toi qui ont déjà créé du contenu. Avant cette interview, j'ai moi-même retracé, je suis retourné sur tes anciennes vidéos quand j'ai commencé moi-même le triathlon, où je regardais tes vidéos en disant comment est-ce qu'elle fait, c'est quoi, ça ressemble à une transition, etc. Donc c'était amusant. Bref, il y a déjà du contenu qui sont créés pour ces courses-là. Quand il faut traverser la France ou quand il faut faire l'enduroman, il n'y a pas beaucoup de contenu pour te dire ce que tu vas rencontrer et ce qu'il va falloir éviter. Ouais, mais je pense que ça a toujours été un peu dans la naïveté. Il faut savoir que mon premier Ironman, je l'ai fait sans compteur et sans montre. Moi, je regardais les panneaux en vélo, savoir où j'étais. Enfin, je veux dire, j'avais loué un vélo, j'avais un short H&M, j'avais même pas de cuissard. Enfin, faut quand même se dire, enfin, mais pourquoi personne m'a rien dit en fait? Je me dis, mais personne m'a rien dit en fait, que je sais pas, fallait au moins une montre, savoir machin, et j'avais mal aux fesses, mais bon, j'avais mal aux fesses, pour moi je faisais du vélo, j'avais un vieux short H&M, voilà. Non mais franchement, mais c'est n'importe quoi. J'avais oublié d'enlever mes lunettes de piscine, je les avais mises là sur le vélo, j'ai mes lunettes de piscine là, non mais... Budget du triathlète moyen divisé par 2500 à peu près. Non mais en vrai, mais je l'ai fini. En fait, c'est que maintenant, et c'est génial, il y a beaucoup de matériel qui sont à disposition. Maintenant, tu peux voir ton taux de sucre dans le sang pendant ta course, tu peux voir ton allure, tu peux voir tes watts, tes machins, des trucs, et c'est super. J'utilise aussi une montre quand je cours maintenant. Attention. Voilà, elle a peut-être 8 ans, mais elle est là. Donc voilà. Mais c'est vrai que, pour moi, je sais pas, je mettais les choses je sais pas, je testais. En fait, pour moi, la meilleure façon d'apprendre dans la vie, c'est de tester. Tu rates, t'apprends, tu réussis, c'est super, tu peux améliorer. Mais moi, je dis, en fait, inspirez-vous, essayez d'apprendre, renseignez-vous. Attention, des fois, c'est pas surtout il y a tout, hein. Prenez ce que vous apprenez, laissez ce que vous avez à apprendre, hein. Mais je parle beaucoup, non? Non, ça va. Non, ça va, je pense que les gens sont intéressés. Mais, ouais, je sais pas, mais même, en fait, là, même pour vous dire, j'ai changé là, il y a 1 mois, mes cales de vélo. Depuis que ça fait je sais pas combien de temps que je fais du vélo, j'ai des pédales de VTT, en fait. Donc t'es en train de nous dire que si la petite Marine aujourd'hui commençait le triathlon, malgré tous les contenus, tu referais très certainement les mêmes erreurs. Ouais, je pense. C'est un bon point pour ramener aux gens qui sont là et qui nous écouteraient, qui ont peur pour leur marathon de faire des erreurs. En fait, je pourrais leur dire, oui, vous allez en faire. Vous allez apprendre. Désolé, mais en fait, c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, plus on en fait,
plus on sait les erreurs qu'on a fait dans le passé et plus on va les éviter. Mais en fait, à toutes les étapes, on fait quand même des petites erreurs. C'est juste que, à force, on évite les grosses. Et à la fin, les erreurs qu'on fait, elles ont peu d'impact parce que, avec l'expérience, on arrive à peu près. Et encore, on ne veut pas dire qu'on peut pas se planter une fois ou deux quand même. Non, mais bien sûr. C'est tout un. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui est beau dans le sport, c'est de dire, tu commences, tu sais rien. 10 ans après, tu sais des trucs, mais en fait, t'as toujours quelque chose à apprendre. Et de toute manière, vu que toi, t'as une évolution. Bah en fait ton contexte d'il y a 2 ans c'est plus le même qu'aujourd'hui et il faut dans tous les cas tout réfléchir à chaque fois et au global je pense qu'on peut courir comme ça pendant 20, 30, 40 ans et toujours avoir des challenges parce que ce sera toujours différent. Après on va vieillir et puis on va se dire comment on fait pour tenir et continuer de courir. Comment je peux courir avec ma pour idée. Tout à l'heure je voyais quelqu'un qui nous disait j'ai 70 ans et je cours encore le marathon. Bah génial, moi je veux faire ça aussi en fait. Ouais. C'est dans longtemps mais on va essayer de le faire. Ouais, c'est ce que je dis, c'est que souvenez-vous, rien ne se passera comme prévu. Rien. Comme quoi, si ça peut rassurer les gens, même si vous faites des grosses erreurs, Marine n'est pas morte. Elle est encore parmi nous aujourd'hui. Tu devras aller. En début de ce podcast-là, tu nous as parlé du parallèle que tu faisais entre tes réussites sportives et tes réussites entrepreneuriales. Qu'est-ce que, d'après toi, tu as le plus retiré de ta pratique de l'activité physique et qui t'a le plus servi ensuite dans le côté professionnel et entre autres pour la marque Live? Je dirais la discipline, parce que quand tu crées quelque chose dans l'entrepreneuriat, t'as pas un patron qui va te dire faut que tu sois là à telle heure, faut que tu fasses ça à telle heure. Quand tu t'inscris à une course, si t'as pas de coach, bah t'as pas un coach qui va te dire qu'il faut que tu fasses ça. C'est un peu la même chose. Et en fait, si tu veux arriver à ton objectif de course, tu vas t'entraîner. Si tu veux arriver à ton objectif entrepreneurial de ta marque, bah faut bosser quoi. Et après, c'est un travail d'équipe. Dans le sport, je pense que tous ceux qui nous écoutent et même vous avez pas fait ce que vous avez fait dans le sport sans vos amis qui vous suivent, votre famille, votre soutien, que ce soit des kinés, que ce soit des médecins, etc. C'est une équipe. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vos amis, votre famille est pas là, et moi, si ma meilleure amie avait pas été là, de toute façon, on a fait ça à 2 avec Chloé, bah ça marche pas. Je dis pas qu'il faut s'entourer de plein de gens, mais des bonnes personnes. Et en fait, je pense que ce que j'ai mis dans le sport, la détermination, l'abnégation, toujours envie de comprendre, d'apprendre, de développer plus et tout ça, je les mets aussi dans le côté de l'entreprise qu'on a fait ensemble. C'est pareil. En fait, moi, j'ai commencé à faire un Ironman, j'avais pas de montre, j'avais loué un vélo, quoi. Enfin, voilà. Et au début, les chaussettes, franchement, j'ai honte quand je vois nos premiers modèles de chaussettes, c'est horrible. Ils sont devenus collector aujourd'hui. Comment j'ai pu vendre ça? Et on faisait ça dans son salon à Chloé, on faisait nos colis, on avait partout, c'est n'importe quoi. Maintenant, on a des bureaux dans l'entreprise. Enfin, en fait, c'est incroyable quand tu vois l'évolution. Et il faut savoir que tu démarres jamais de zéro. T'as toujours une base et t'apprendras toujours. Il y a toujours du renouveau. Si on m'avait dit plus tard que il y aura un site qui pourra faire que tu peux payer en ligne et que tu peux acheter sur des trucs, des machins, des trucs et tout, c'est comme si on m'avait dit plus tard, sur ton vélo, tu peux avoir à combien de watts tu roules. Enfin, ça évolue toujours. Donc en fait, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour commencer, que ce soit à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de quelque chose ou dans le sport. Et c'est essayer les choses. Et puis c'est la même chose en fait. Nous, combien de fois on s'est planté en disant tel modèle de chaussettes, on le sort en bleu marine et en noir. En fait, au final, c'était la même chose. Plutôt ce coton-là, mince, ça va pas. Ou c'est vrai que les enveloppes, elles sont un petit peu lourdes, donc elles sont plus chères. Donc le timbre, ça nous coûte plus cher sur des trucs. C'est la même chose en fait. Voilà. Combien de fois où on était aussi au Run Experience sur des stands. C'est trop d'énergie, c'est trop fatigant, c'est trop d'argent, c'est trop de... Parce qu'il faut monter le stand, le démonter. Bon courage d'ailleurs, voilà. Petit message. Mais donc, en fait, oui, c'est un peu la même chose. C'est que le parallèle que je fais dans le sport, je le fais souvent dans l'entrepreneuriat. C'est un peu la même chose pour moi et c'est ce qui me drive et je pense que c'est ce qui me permet aussi de continuer, d'avoir toujours un truc qui m'anime. Et rien ne peut toujours tout aller dans la vie, mais il faut toujours que tu aies un pan de ta vie, il faut que tu essaies de faire bien aller. Ou de te faire croire. Et ça va. Est-ce que tu penses que du coup, ta pratique sportive, ramener à l'entrepreneuriat, ça t'a forgé justement cette capacité à faire avec les problèmes et avancer et de dire dans tous les cas on avance, on va trouver une solution, parce que je suis d'accord qu'il y a quand même pas mal de parallèles qu'on peut faire. Ouais, énormément. C'est pareil, c'est un truc, on se lance dedans, on se dit on va voir, mais au fur et à mesure on voit que tout n'est pas comme un plan d'entraînement quoi.
on se dit ah ça va se passer comme ça va être beau. Puis il y a la petite maladie par là. Et puis là je suis parti en vacances. Et puis ici j'ai pas pu aller m'entraîner parce que j'ai fini à 20h au boulot. Enfin tous les petits détails que au final on n'imagine pas au début parce qu'on se dit ah oui j'ai ma belle prépa, tout va être beau. Et je sais pas si t'as déjà eu des prépas qui se sont bien passés à 100%, mais il y a toujours des petits détails qu'il faut aller jouer, et l'entrepreneuriat c'est ça tous les jours au final. Bah ouais, alors après moi j'ai jamais fait de prépa vraiment, donc c'est vrai que en fait je m'entraîne entre guillemets intelligemment enfin j'essaye d'être intelligente, mais j'ai pas jamais eu de plan d'entraînement, jamais. Là en fait je fais mon plan un peu au jour le jour ou les quelques jours avant, mais j'essaie de faire plutôt cohérent quoi. Mais c'est vrai que oui, entre ce que tu prévois et ce qui se passe, des fois bah il y a des choses qui se chevauchent. Bah dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui est arrivé en 2020, le Covid, bon. Oh. Tu sais, nous on s'est lancé en février 2020 avec Campus, hein, donc voilà, donc c'est le meilleur moment pour se lancer. Vous êtes là, tu vois. Mais donc du coup bah c'est rebondir, c'est qu'en fait, OK, s'il y a un problème, il y a une solution. Une solution, OK, on fait quoi? Plan A, plan B, plan C, plan Z. S'il n'y a pas de plan Z, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'essaie de me le convaincre. Mais oui, c'est ça. C'est que, ah mince, en 2023, les timbres à 50 grammes, ils n'existent plus. Ça va paraître de 100. Merde, mince. Bon, bah, on va perdre des sous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est marrant parce que, autant sur ton parcours sportif, tu n'as jamais vraiment hésité à partager les apprentissages, les difficultés que tu as eues, les problématiques, et pourtant tu n'as jamais eu au niveau de l'entrepreneuriat envie de partager justement ces petites problématiques de si on fait le parallèle, ça te dérangera jamais de dire ah bah j'ai eu un problème de nutrition sur mon marathon, j'aurais dû faire ci alors que j'ai fait ça, et là de dire ah bah j'ai eu un problème sur ma tarification de mes timbres en 2023, j'aurais dû faire ci alors que j'ai fait ça. Parce que je suis pas toute seule, et parce qu'en plus je vous parle de ça, mais c'est parce que c'est Chloé et les filles qui bossent qui m'en parlent, et parce que je peux pas parler d'un truc dont je suis pas toute seule, et en plus clairement là je parle de l'entrepreneuriat, mais tout seul je suis rien pour la marque, enfin entre guillemets moi je suis un peu l'image. Oui forcément c'est moi qui aussi crée aussi les chaussettes, mais je suis pas du tout toute seule, et en fait je me vois pas parler de quelque chose où en plus je connais pas tout exactement, donc je vais pas dire n'importe quoi. Moi je vais parler de ce que je sais et dont je suis sûre. Tu nous as dit que à la fois dans le sport ou dans les entreprises, l'une des choses que tu aimais retrouver et le parallèle que tu faisais, c'était ton entourage. D'après toi, qu'est-ce que t'apporte le plus ton entourage? Quels sont les critères entre guillemets qui font que ton entourage te rende si forte? Je crois qu'il croit plus en moi que je crois en moi. Et c'est fou la force qu'il m'apporte, et on dirait pas parce que je parais solide et tout, et en vrai, moi, ma famille et mes amis, ils savent ils savent toute ma vie, quoi. Je partage pas toute ma vie, les moments difficiles et tout, mais et ouais, mes parents, Chloé, mes amis, ils sont incroyables pour ça, et moi je doute souvent, on dirait pas, hein, mais je doute tout le temps. Là je suis encore en train de me dire est-ce que je prends le départ du marathon, je sais pas et tout, hein. Je fais la force, je fais la meuf warrior, mais si vous saviez, je pense que je suis hyper sensible sur beaucoup de choses et je me remets beaucoup en question. Mais les gens vont se dire non mais genre Marie n'a pas confiance en elle. Si vous saviez, c'est vraiment, j'ai vraiment moi, ouais, mais je pense que ouais, comme je dis, l'entourage sans eux j'en serais pas où je suis là, c'est sûr, c'est clair et net. Est-ce que tu travailles sur la confiance en toi? Je crois que ça fait 32 ans que j'essaie d'avoir confiance en moi, donc je sais pas, c'est pour le process encore. Est-ce que ça s'est amélioré? Oui, un petit peu. Je dirais que c'est différent, mais ouais. Et je pense que le sport, ça m'aide aussi un petit peu à voir que je réussis des choses. Ça fait du bien à son ego aussi un petit peu. Et aussi, dans l'entreprise, de me dire aussi. Il y a surtout un moment où j'étais en train de me dire, en fait, dans la vie, j'arrive à rien. J'arrive que à faire du sport. Et en plus, en faisant du sport, je suis jamais la première, jamais la meilleure. Donc en fait, au final, voilà. Et en fait, non. Quand tu réfléchis, quand tu te poses, quand j'ai eu aussi mes accidents, ça m'a permis de me poser sur ma vie en me disant, ok, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? T'es qui en fait? Parce que de tout le temps être dans la course à des choses, etc., tu sais plus te quitter, tu sais plus ce que tu veux et tu sais plus ce que tu mets en place en fait. Et du coup, la confiance en toi, tu sais plus qui t'es toi. Moi, je savais même plus qui j'étais moi en fait à un moment. Je suis sur la fille sur les réseaux qui court, je suis sur la fille qui je sais plus qui j'étais en fait. Et donc, trouver une réponse à cette question, ça t'a aidé à reprendre aussi confiance ou à savoir ce que tu pouvais faire pour regagner confiance? Je crois que le sport, ça m'aide à avoir confiance en moi, parce que quand je fais du sport, je fais confiance à mon corps, donc indirectement à moi, et quand il me permet de faire des choses incroyables, quand je me dis que
bah, j'étais à un moment, je pouvais plus marcher, et maintenant je peux courir, je peux faire des choses, c'est incroyable. Donc oui, le sport, ça m'aide indirectement. Et je pense que ça aide aussi beaucoup de choses. Parce que le fait de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, que ce soit, comme je disais, une petite course, il n'y a pas de petite course. Un 5 km, ça peut être une très grosse course pour beaucoup de gens. Tu prends confiance en accomplissant des choses. Bah, c'est surtout aussi que le sport, tu peux pas dire oui, mais là j'ai réussi parce que hein, à la fin, même si t'as de l'aide, c'est toi qui cours, ouais. C'est toi qui as été à l'entraînement. Donc la réalité, c'est que si t'as réussi, c'est que t'as bien fait les choses. Donc mathématiquement, enfin automatiquement, tu prends confiance en toi. Et je suis d'accord que ça veut pas dire que tu le retranscris automatiquement sur tout le reste, mais il y a quand même une part de bon. Quand je me donne les moyens, j'arrive à faire des choses. Donc on va dire que dans le reste de la vie, ça peut être la même chose. Et on va essayer d'y croire pour que, au fur et à mesure, ça puisse s'imprimer un petit peu là, un peu plus. Oui, et moi, ce que je mets beaucoup en place, et je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est que je me visualise beaucoup dans la réussite. Je me visualise beaucoup réussir, passer les lignes d'arrivée, etc. pour faire croire à mon cerveau que je vais réussir. Je me fais croire que je suis forte, et du coup, j'essaie d'être forte. Mais c'est bête, hein, mais même quand je cours, j'imagine le post Instagram que je vais faire, que je vais écrire. Et du coup, je me dis, bon, bah, pour l'écrire, Marine, il faut que tu ailles jusqu'au bout, en fait, sinon, c'est nul. Ouais, moi, je suis assez convaincu, je pense que Tristan aussi, que de toute manière, si t'es pas convaincu que tu peux le faire, il y a de grandes chances que tu le fasses pas. Oui, je pense que t'en as parlé il y a pas longtemps en plus, Tristan, hein, de la prophétie autoréalisatrice de ah bah je vais pas y arriver. Ah bah j'y suis pas arrivé. Il y a de grandes chances que ça se. Et l'inverse est vrai aussi. C'est tu peux ne pas être 100% prêt, te dire allez, je sens ça va le faire, se mettre vraiment dans le contexte et réussir à avoir le petit détail qui va faire que tu y arrives en bout de ligne. Je pense que l'exemple qui va le plus parler aux gens qui sont là sur le salon, c'est le mur des 30 km. Où en fait, il y a tellement de gens qui répètent constamment que il y a un mur au 30e kilomètre. As-tu déjà vu un mur au 30e, Marine? Non, mais les gens, ils se mettent tous ça en tête et ils le disent tous, mais en fait, il y en a pas. Si tu fais que de te le dire au 30e, oui, bah, tu vas être mal. Dis-toi que le mur, il est au 43e. Il y a pas de 43e. Enfin, si tu te dis ça, en fait, c'est même pas, si tu t'es bien alimenté, si t'as bien mangé, etc., tu peux très bien te prendre un mur au 20e, comme au 35e, comme au 40e. Il n'y a pas de mur au 30e. Arrêtez avec ça, quoi. C'est pas vrai, quoi. Au 30e, il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes amis. C'est tout ce qu'il y a. C'est pour ça que le fake it until you make it, parfois ça fonctionne bien, même si c'est un proverbe. C'est vrai. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la confiance en soi. Parce que tu disais, bah parfois, j'ai pas vraiment confiance, mais je fais semblant d'avoir confiance. Mais tu vois, la confiance en soi, ça fait partie en vrai des caractéristiques personnelles pour lesquelles on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire que soit tu as confiance, soit tu as pas confiance en toi, dans le sens où si tu as une situation où tu as besoin d'avoir confiance en toi pour faire un choix professionnel, de préparation, de tout ce que tu veux, ou même t'es lancé sur une course, à partir du moment où tu as assez confiance pour le faire, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, je suis pas courageux, mais je fais semblant d'être courageux. Quand j'ai besoin de faire preuve de courage, je fais semblant d'être courageux. Oui, mais en fait, si tu fais semblant d'être courageux quand t'as besoin d'être courageux, en fait, t'es courageux. Est-ce que tu penses qu'on peut, c'est une vraie question, je sais même pas, j'ai pas la réponse. Est-ce que tu penses qu'on peut, croire en soi, mais ne pas avoir confiance en soi? Vous avez tu veux répondre? Non, mais c'est vrai. Quelqu'un dans le public a une réponse? Parce que tu peux, moi, je crois en moi sur ce que je fais. Sinon, je prends pas le départ et je le mets pas en place. Et je peux croire en moi, mais des fois, je peux pas avoir confiance en moi, je pense. Mais moi, j'ai quand même l'impression que croire en toi, c'est être là au quotidien. C'est tu fais les choses. De toute manière, si tu le fais, c'est que tu crois un minimum que tu peux y arriver. Oui. Sinon, à quoi bon te lancer dans l'entraînement? Et après, la confiance, je trouve qu'elle vient de la prépa que t'as fait, grosso modo. C'est si tu t'es entraîné pendant 6 mois, que tu te dis bon, alors là je sens que tout a marché comme je voulais à l'entraînement. Tu te présentes, tu te dis bon, il y a quand même de grandes chances que ça marche. C'est pas du 100%, mais j'ai confiance que ça va marcher. Si ta prépa elle a été brinque-ballante parce que t'as pas tout, c'est là où en général la confiance elle en prend un coup et en réalité c'est un peu, c'est une réalité. Mais il faut pas tourner dans sa tête trop longtemps là-dessus. Parce que si on y pense trop longtemps, on va toujours trouver une raison qui fait que ah oui mais bon ça a pas été parfait et puis il y a ça et puis il y a ça et c'est là que le samedi avant la course, on se retrouve à psychoter et se dire ah bah non je vais pas y arriver parce que finalement j'ai trouvé 1 million de raisons. Donc des fois trop penser aussi, juste rester focus sur j'ai fait les choses, ça a marché
et pas aller plus loin. En réalité, après le jour J, c'est j'ai ma nutrition, je fais, et je m'adapterai de toute manière s'il arrive quelque chose. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est hyper important. Mais moi, enfin cet aspect mental, et désolé, je dévie un peu, mais j'ai jamais fait de prépa mentale, et c'est peut-être pas bien ou pas. Mais moi, je mentalise beaucoup, et je me projette énormément. Enfin, moi, je réfléchis tout le temps, je m'imagine toujours, je me projette tout le temps, et je conscientise beaucoup ça. Et moi, je pense que c'est hyper important, quoi. Mais je peux conscientiser le truc sans connaître le parcours. Moi, je suis plutôt une fille, je prends le parcours je pars faire un Ironman, j'ai à peine analysé le parcours, j'ai même pas regardé. Mais je me suis imaginé, genre, rouler comme une meuf trop stylée, quoi. Et je trouve que je sais pas, c'est hyper important, où je m'imagine sprinter sur la fin, je m'imagine réussir, je m'imagine sourire à tout le monde, je m'imagine tout ça et tout. Et je pense que ça m'aide beaucoup. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi je pense que j'ai du mal à le sortir, hein. Je pense que je crois en moi toute l'année. Dur à sortir, hein. Mais j'ai pas confiance en moi tout le temps. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des moments, je vais être fatiguée, des fois, les filles, on a tous, enfin c'est pas un tabou, mais les règles, etc. T'as des mois, t'es pas bien hormonalement, ou t'es pas bien. Voilà, j'ai pas trop confiance en moi. Là, en ce moment, j'ai pas trop confiance en moi, mais je crois en moi. Tu vois, je pense que c'est un peu différent. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais il y a un peu de temps maintenant, là, de les up and down qui sont très hauts. Moi, ça me parle. Je sais que ça parle à plein de gens, mais il y a aussi ce côté, là, t'es dans un gros up, tout va bien, et là, il t'arrive un petit truc qui peut être insignifiant, ou une somme de petits détails où tu es dans le fond du trou, et là, la confiance en soi, elle est à des années-lumière, parce que d'un coup, tout va plus, le monde est par terre, mon entraînement c'est de la merde, et moi je connais pas encore le mécanisme qui fait que tu repars dans le haut ou tu descends dans le bas. Je suis même pas sûr que c'est intéressant de le connaître, parce qu'en réalité je pense que les bas important. amènent les hauts, et ça permet aussi un équilibre. Mais certains ont des hauts et des bas plus forts que d'autres, et ça, selon les moments, faut pas que ça tombe aussi. Faut pas que ça tombe au mauvais moment, parce que si t'es sur une course et que t'as eu la semaine qui t'amène dans le bas, ça peut impacter peut-être plus que... C'est vrai que je crois que ça m'est jamais arrivé d'être en down le moment de la course. Moi, en général, c'est des moments où j'ai une grosse phase d'entraînement, j'ai eu beaucoup de boulot, et donc je suis en down. Mais je pense que tellement je veux réussir et je veux mettre en condition de réussite, que du coup, je suis en haut sur le moment. Et pour moi, pour essayer de lutter contre ça, du coup, je suis un peu d'accord avec toi que moi, je suis obligée d'être en down pour être en haut. Peut-être qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas bien et tout, mais je pense que moi c'est mon mécanisme. Et il y a des moments, je suis pas bien, ça m'arrive encore maintenant d'être dans mon lit toute la journée à pleurer, hein. Et en fait, c'est pas grave, et en fait je pense que j'ai besoin de ces jours-là pour aller courir et faire des selfies. Mais voilà. Mais par contre, moi ce que je me dis toujours, quand ça va pas, sur l'échelle de 10, t'as pas le droit d'être à 0, Marine. T'as pas le droit. Faut que tu sois 1. Trouve un truc 1. Mais par contre, sur 10, t'as pas le droit d'être à 10. T'as pas le droit. Parce que la redescente fait mal. Et ça, je me le dis tout le temps. Marine, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tout le temps. En fait, tu captes ton bonheur pour éviter de retomber trop bas. Du coup. Ouais, toujours. Il y a une période où très certainement les gens sur ce salon vont le vivre, où on peut tous expérimenter un bas plus ou moins profond, c'est après une course. Donc là, après votre marathon, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui allaient redescendre un peu bas. Est-ce que toi, tu as connu ça, ce qu'on appelle un peu la dépression post-course, ou je sais pas comment, le blues du runner, un peu comme ça? Tu connais? Oh, c'est la routine. Mais même après des gros week-ends d'entraînement. Mais oui, enfin. Alors, attention, il faut pas être à la course, hein. Mais c'est aussi pour ça que moi, je planifie. J'ai tout le temps un truc en tête. Là, j'ai mon marathon, j'ai un triathlon, j'ai un Ironman, j'ai ma traversée, j'ai un autre triathlon, j'ai peut-être une traversée de lac, je sais pas quoi. J'ai toujours un truc. Et en fait, je pense que ça va être. Mais il faut vivre ce down-ci, et il faut juste, en fait, moi ce que j'ai toujours, c'est un peu, en fait, comme faire avec les enfants, il faut expliquer les choses. Pourquoi t'es en down? Tu t'es entraîné physiquement, t'as fait une grosse prépa, c'est important, t'as fait ta course, physiquement ton corps est fatigué, émotionnellement t'as eu la foule, les gens qui sont là tout le temps à te demander tous les jours comment ça va ta prépa, ils sont là et tout. Après ta course, quelques jours après, t'as tes hormones qui redescendent, t'as plus de but pour aller t'entraîner, t'as plus ce truc de je vais m'entraîner, puis personne te demande alors ta course, machin, tu remanges un peu plus, enfin n'importe quoi, du coup tu reprends un peu de poids, tu te sens pas bien. Donc en fait, c'est normal, c'est pas un problème, c'est normal. Voilà. Donc il y en a qui l'ont peut-être pas, tant mieux pour eux, mais c'est normal. Et
le temps fait bien les choses. Donc ton premier conseil pour ces gens-là, c'est acceptez-le. Et le deuxième, c'est trouver la suite. Et donc ce qui boucle un petit peu avec le début de notre discussion, qui est la suite. Du coup, il y a des alternatives à vouloir toujours faire plus vite, plus long, plus truc. Toi aujourd'hui, alors j'imagine qu'une partie de la réponse va être le plaisir, mais par exemple, qu'est-ce qui t'a remotivé à vouloir refaire une traversée dans l'autre sens, dans un autre sens? C'est une autre direction. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil, ce que j'ai vécu en fait l'année dernière, c'était une expérience incroyable. Et c'était le dépassement, c'était dur. Et en fait, j'ai pas de ligne enfin, j'ai personne n'a donné un coup de pistolet au début pour que je parte. En fait, c'est que moi en fait. Et ça, je pense sur des défis comme ça que je me lance personnellement, je réfléchis beaucoup. Moi, j'ai du mal à me poser à réfléchir, c'est ma phobie. Le soir, je peux pas m'endormir dans le silence. Quand je dors avec quelqu'un, j'ai toujours un écouteur parce qu'il faut que j'écoute un truc, je peux pas réfléchir, ça m'angoisse. Je rentre chez moi, je mets direct un truc de la musique, je peux pas. Et c'est le seul moment où je suis obligée de réfléchir. Je suis sur mon vélo, donc attention, je pars dans mes délires. Hein. Je suis sur mes vélos, donc j'avance, c'est mon corps qui me fait avancer. C'est comme la vie, il y a des montées, des descentes, il y a de la pluie, il y a du vent, etc. Mais j'arrive au bout et je le dois qu'à moi-même. Et je pense que, puis même, sur différents plans, tu te passes dans des villages, des patelins, la France est incroyable. On pense toujours à faire des courses à l'étranger, et moi la première. Mais la France est magnifique. Il y a plein de choses qui sont trop belles. Tu rencontres des gens, tu vas chez le petit fermier, tu lui demandes de l'eau, et finalement il t'ouvre les tables, il va te tirer du pied de la vache, du lait. Oh ma petite dame, regardez. Eh Monique, il y a une cycliste, elle va rester manger pour le rôti. Enfin, c'est incroyable quoi. Ça t'est arrivé? Oui, mais c'est génial. Enfin, moi je vis pour ça quoi. Et tu vis ça, j'aime autant vivre ça qu'être sur un Ironman qui est un truc qui vaut très cher et des gens qui t'encouragent. Bah j'aime aussi ça, tu vois. Mais ouais, j'aime ça et j'aime en fait me dépasser et faire des choses qui peuvent paraître incroyables pour beaucoup de gens, qui peuvent paraître la routine pour d'autres personnes, mais qui pour moi a tout un sens quoi. Et moi ce que je fais tout ce que je fais ça a un sens, tout ce que je fais a une histoire, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur et je le fais avec tout ce que je peux comme force et comme énergie. Et je pense que c'est aussi ce que je fais aussi dans la marque qu'on a avec Chloé, c'est que on le fait à fond. Sinon, on le fait pas, on le fait en pause. Mais on a tout le temps envie d'avoir des slogans qui sont forts, qui sont, tu vois, là, on a sorti le ciao à mort. Bah, c'est pour mon ex qui m'a largué comme un con, là. Ah, et ciao à mort. Mais il y a plein de choses comme ça. En fait, les gens savent pas, mais c'est plein de trucs comme ça. Genre, shut up and run, c'est fort. Tu vois, keep going kid, on y va. Tout a un sens. En fait, tout ce que je fais dans la vie, ça a un sens. Tout a une histoire. Et je pense que c'est prétentieux à dire, mais c'est pour ça que ça marche. Parce que, en fait, je dois rien à personne. Et je dois tout à moi et mes proches. Puis, tout à l'heure, tu l'as dit, tu fais les choses pour toi avant tout. Ouais. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, dans tous les cas, il faut que toi, ça te plaise et que ça vienne avant tout de toi pour que ça puisse transpirer, entre guillemets, de quelque chose qui parle aux autres. Je trouve que ça, moi, c'est ce qui me parle le plus quand on regarde tes contenus, c'est que il y a aucun doute. Il y a des gens, tu regardes, tu es en mode, bon, peut-être l'authenticité, je pense qu'il y a personne qui doute que quand tu fais tes contenus, on sait que c'est Marine, elle est dedans et elle nous partage à 100% chaque contenu, en fait. Et ça fait du bien de le voir. Parce que oui, il y a les up, il y a les down, mais en fait, on vient aussi chercher de l'énergie comme ça quand on te se dire bon allez, je vais prendre un petit shoot d'énergie par les personnes que je suis et comme ça quand je vais être dans ma pratique, je me dis ah oui c'est vrai Marine elle a fait ça et du coup je vais pouvoir me dire bon bah là elle était up, ok, je m'en sers. Là elle était down, ah bah moi aussi bon bah ok, je m'en sers aussi d'une certaine manière. Et c'est pas juste le côté positif qu'on peut y avoir, le côté rose des réseaux sociaux, qui est de moins en moins. Je trouve c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années où tout le monde était dans le regarder ce qui est beau dans ma vie. Et en fait, c'était un peu ok, ma vie c'est de la merde derrière. Et enfin, toi, depuis toujours, t'es dans ce côté je partage. Et je trouve que c'est important et qui, à mon avis, c'est ce qui fait aussi que les gens te suivent toujours. Bah moi j'ai toujours en fait l'impression de parler à mes potes. J'ai l'impression que en fait c'est que mes potes et vous êtes tous mes potes. On est tous des potes. Mais en fait ouais alors bien sûr faut pas que j'oublie, il y a quand même des millions de personnes qui voient mes stories etc. et c'est normal. Je peux pas partager n'importe quoi mais
Des fois, je partage des choses, ça pourrait être qu'à juste mes 300 potes Facebook. C'est prétentieux à dire ça, mes 300 potes Facebook qui me suivent. Je peux faire une story en toute fait. une génération qui a pas compris. Oui, 300 voilà. potes. Non, mais je veux dire, c'est la même. Enfin, pour moi, des fois, je fais des stories. Je ferai les mêmes stories que pour mes amis ou que j'enverrai sur mon groupe famille. Et des fois, je fais ça en fait. Et c'est ça qui est cool en fait. Je sais pas, moi, je prends toujours du plaisir dans ce que je fais et je me force jamais. Et en fait, j'aime profondément créer du contenu et oui, je suis une geek d'Instagram, j'adore Instagram. Moi, j'adore trouver de la musique qui va trop bien, le truc. En plus, en tant que prof de fitness, le 3, 2, 1, let's go. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est... Voilà, quoi. Ouais. Sportivement, tu nous as donné un petit peu tes prochains objectifs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Liv pour le futur? Je sais qu'il y a différentes choses qui vont arriver très bientôt. Est-ce que tu peux en dire un petit peu ici pour la fin de ce podcast? Bah, c'est toujours un peu le slogan de la marque, Don't Just Exist, Live, toujours vivre le moment présent, évoluer. Donc là, on a sorti aussi des tangas, on a sorti d'autres produits, on est en train de travailler sur, c'est pas pour faire du teasing, mais d'autres choses qui sont pas forcément du textile. On a envie que la marque évolue et change. Et c'est vrai que la marque, c'est un petit peu comme moi, elle a changé, elle a évolué au cours des années. S'il y en a qui ont connu les chaussettes, comme je disais il y a quelques années, c'était vraiment, bah, c'était moi, l'époque où on m'appelait Marine le petit mulot, etc. C'est ça. Mais ça évolue, en fait. Et la marque évolue avec moi, évolue avec nous, évolue avec les années. Et en fait, on a envie de construire quelque chose qui nous ressemble. Et la même chose, prendre du plaisir, que ça reste sincère, que ça reste honnête, que ça reste simple aussi, et que ça puisse parler à tout le monde, que ça puisse rassembler tout le monde. C'est vraiment ça qu'on a envie, que du coup, vous portiez les chaussettes ou d'autres produits, vous vous dites ah ouais, en fait ça me parle. C'est pas juste des chaussettes, c'est pas juste un produit, c'est pas juste un textile, c'est une force, une rage, c'est un truc quoi. Enfin, il y a le nombre de personnes qui me disent mais je me sens c'est prétentieux à dire mais ouais, j'ai l'impression que t'es avec moi et les messages, les slogans ils sont importants et t'es pas obligé de faire du sport pour les porter hein, donc voilà. C'est bien des chaussettes porte-bonheur. Ah ça. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière petite pensée à donner aux gens qui sont présents aujourd'hui et qui vont courir le marathon dimanche? Si tu devais leur donner un dernier petit mot auquel ils vont pouvoir réfléchir pendant leur course. J'ai envie de vous dire que c'est une aventure exceptionnelle que vous allez vivre. Comme je disais, rien va se passer comme prévu. Que c'est quelque chose que vous souviendrez toute votre vie. Votre premier marathon, on s'en souvient toute sa vie. Et j'espère et je vous souhaite qu'il y ait quelqu'un sur la route que vous connaissez, qui soit là pour vous encourager. Et sinon, il y aura plein de gens. Je serai là aussi. Donc voilà. Un marathon, c'est long. Et en même temps, vous allez vous dire, j'ai envie de refaire aussi. Prenez du plaisir, amusez-vous. Vous avez fait votre prépa, vous êtes préparé, vous êtes entraîné. Ne doutez pas, croyez en vous. Je le dis vraiment. Et surtout, dites-vous que il n'y a pas grand monde qui font des marathons, pas grand monde qui s'aligne sur un marathon. Et prendre le départ d'un marathon, en fait, c'est pas le départ. Le départ, vous l'avez commencé au début de votre prépa. Le marathon, c'est la consécration de tout ça et la prépa, vous l'avez faite et ça a été le plus dur. Et quand vous avez passé votre ligne d'arrivée, c'est la fin de la prépa, c'est la fin des je peux pas venir à l'apéro, je m'entraîne, c'est la fin de je vais arriver en retard parce que je m'entraîne, c'est la fin de je bois pas parce que j'ai un marathon. La ligne d'arrivée, c'est ça. Et juste kiffez, prenez du plaisir et pleurez aussi. Hein. Moi, je pleure encore à toutes mes lignes d'arrivée. Hein. Donc voilà. Tu fais encore une burpees à chaque fois ou t'as arrêté? Si, je le fais un petit peu quand même de temps en temps, mais plus tout le temps, qu'il faut pas abuser. Hein. Mais aussi, je voulais vous remercier aussi parce que toi, j'ai découvert tes vidéos. Je crois que c'était sur YouTube et des fois, je cherchais du contenu. J'ai fait putain, c'est pas mal ce qu'il fait quand même. Hein. C'est voilà. Et puis tout ce que vous faites, tout ce que vous créez, c'est vraiment chouette, je trouve. Aussi sur d'autres contenus maintenant, du coup les podcasts, etc. Et c'est toujours chouette d'avoir aussi une autre approche. Moi qui suis pas du tout plan d'entraînement, moi les plans d'entraînement c'est pas du tout mon truc. Et pourtant je coach plein de gens qui ont des plans d'entraînement et je trouve ça génial que vous mettiez ça en avant. Donc chacun sa façon de s'entraîner, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'entraîner. Donc c'est chouette aussi que vous puissiez créer du contenu comme ça. Je vais finir la boucle en disant que du coup t'as vu mes vidéos en disant que c'était cool, etc. La première fois que je t'ai vu, c'était sur le salon de la Run Expo en 2018 ou 2017, je pense. Et je t'ai dit, tu m'as motivé à faire un Ironman et tout, je fais des vidéos, machin. Mec hyper lourd. Et du coup, aujourd'hui, tu es sur le stand campus. Donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Marine, pour ce podcast. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci.